Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner bien sûr si vous le souhaitez, c'est gratuit en cliquant sur le petit symbole en bas à droite de votre écran, à partager le lien de la chaîne bien sûr, et puis à commenter mes commentaires, à commenter et à ajouter des compléments bien entendu, et puis à corriger certaines des choses. Il m'arrive quand même, j'espère pas trop souvent, mais quand même, ça m'arrive de dire des bêtises. Bref. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, dans la série, de nouveau, un jour, un groupe. À l'invitation de plusieurs d'entre vous, au cours des semaines passées, eh bien, je me suis dit, oui, tiens, pourquoi pas consacrer une capsule à ce groupe californien de Los Angeles qui est The Kaleidoscope. Kaleidoscope à ne pas confondre avec deux homonymes, l'un en Angleterre et puis l'autre au Mexique, qui officient à la même époque, à la fin des années 60, et dans le même registre, attention, musique psychédélique, voilà. Parce que Kaleidoscope, The Kaleidoscopes, le groupe dont je vais vous parler, pour moi c'est un de mes groupes favoris. Je l'avais mis dans mes 25 groupes préférés de tous les temps, dans cette vidéo un peu controversée. Effectivement, c'est un groupe que j'adore pour plusieurs raisons, parce qu'ils réussissent une fusion extraordinaire entre les influences des musiques états-uniennes, c'est-à-dire folk, country, bluegrass et même rock'n'roll bien entendu, et puis des influences moyen-orientales, des musiques moyen-orientales. Ils réussissent cette fusion parfaite, extraordinaire, et alors peut-être parce que voilà, parfois nous aimons ceux qui ne réussissent pas trop, les laisser pour compte, et oui, c'est un groupe qui n'a pas eu de succès du tout. En son sein, des multi-instrumentistes, des personnages extraordinaires, donc un niveau, et d'ailleurs qui a été reconnu par ses pairs. Jimmy Page, dans une interview, je crois, au milieu des années 70, a dit que The Kaleidoscope, le groupe californien, était un de ses groupes préférés de tous les temps. Donc voilà, ça en dit long. C'était un groupe très apprécié des musiciens, parce que constitué de musiciens d'exception, et malheureusement, qui n'a pas eu de succès. Alors allons-y, essayons de redonner un petit peu de lumière à ce groupe tout à fait fantastique. Ça commence où? Vous avez compris. Ça commence en Californie, à Los Angeles, avec au départ deux individus. David Lindley, qui depuis tout petit joue du banjo, il a remporté plusieurs prix, il joue de la guitare, c'est du violon. Personnage multi-instrumentiste. En 1966, il partage un studio avec Solomon Feldhaus, lui aussi multi-instrumentiste, mais beaucoup plus branché sur les musiques moyen-orientales. En fait, il a suivi ses parents qui étaient expatriés à un moment donné, début des années 60, fin des années 50 je crois, en Turquie, et où il a appris à jouer tout un tas d'instruments, dont des instruments bien sûr moyen-orientaux, turcs, persans, le saz, le oud, le bouzouki, bref, il revient avec toutes ces influences, et ils sont ensemble, ils jouent du violon, bref, ils jouent dans un multi-instrumentiste, et tous les deux, ils répètent, ça se passe en 1966, et puis à un moment donné, le mythe ou la réalité, qui sait, un autre musicien, joueur de violon, passe un jour au pied de leur immeuble, et puis il entend deux types qui jouent du violon, et puis il décide, il prend son courage à deux mains, il va les voir. Lui aussi joue du violon, il pense qu'il joue même mieux qu'eux d'ailleurs, le violon en tout cas, c'est Chester Creel, qui est a priori dans une famille très conservatrice, et c'est pourquoi, vous allez comprendre, il va utiliser au cours de la carrière au sein du Kaleidoscope de tout un tas de pseudonymes. Bref, voilà les trois gars, et puis ils se disent, on va former un groupe. On va former un groupe. Donc tout ça, ça se passe en 1966, ils vont s'adjoindre les services tout d'abord d'un batteur de rock, plutôt beau gosse a priori, il l'aurait un peu recruté pour les deux raisons, à savoir que c'est un batteur de rock, en raison de son physique, c'est John Vidican. Et puis le dernier à intégrer le groupe, c'est un musicien qui lui a déjà officié au sein de certains groupes, dont les Flogs, qui est un groupe de rock, c'est Chris Darrow. Voilà, lui il joue plutôt
de la guitare, de la basse. Chester Creel, effectivement, il joue du violon, je l'ai dit, mais il joue aussi de l'harmonica, il joue de l'orgue, du piano. Bref, vous comprenez que vous avez affaire à des multi-instrumentistes. Ils vont rapidement être signés par Epic Records, une sous-marque de Columbia CBS. Ils enregistrent un premier 45 tours à la fin 1966, qui est Oh Please, couplé avec un autre titre qui est Elevator Man. Le problème avec les 45 tours de The Kaleidoscope, c'est que beaucoup des titres, en particulier en phase B, resteront inédits pendant très très longtemps. Bref. En fin 66, ils sont aussi entrés en décembre 66 en studio pour enregistrer un album. Il faut savoir que ces gens-là, ils sont des multi-instrumentistes, ils ont beaucoup à répéter. Et a priori, ils entrent en studio, ils ont bien sûr tout un tas de titres originaux, plus, vous allez comprendre, une ou deux reprises, et ils enregistrent ça très très vite, tellement ils maîtrisent les morceaux. Ce qui fait qu'ils ne connaissent pas les techniques de studio, donc ils ne vont pas utiliser les techniques de studio, ils vont y aller, quoi. Et c'est pourquoi, en fait, cet album, qui est tout à fait extraordinaire, qui est le premier album, bien sûr, de The Kaleidoscope, qui paraît en 1967, tout début 67, avec une pochette absolument magnifique, qui a déçu d'ailleurs les musiciens. Eux, ils voulaient une pochette en couleur, puis a posteriori, ils se sont dit, ah ouais, finalement, c'est pas mal quand même, mais bon, c'est des années plus tard. Side Trips. Et vous les avez tous, je vous les ai mis en incrustation, les musiciens, entre David Lindley, Chester Creel, qui se fait jamais appeler Chester Creel sur les albums. Il s'appelle soit Fenris Hepp, je crois que c'est le nom qu'il a sur cet album, Max Bouda, bref, tout un tas de noms, mais jamais le sien. Il essaie de fuir un petit peu si ses parents savaient qu'il jouait dans un groupe pareil. Bref, John Vidican et puis bien sûr Solomon Feldhaus et Chris Darrow avec des instruments, ils vont utiliser des instruments et ils réussissent encore une fois cette fusion extraordinaire entre le rock, la country, le bluegrass, la folk états-unienne et puis la musique moyenne-orientale, donc Turquie, Iran, etc. Bref, superbe album. Ici c'est pour les collectionneurs, c'est une réédition. L'album sort en 1967. Zéro succès. Autant dire tout de suite que l'album ne se vend pas du tout. D'ailleurs, a priori, il n'aurait été tiré qu'à 10 000 exemplaires. Il est réédité en 1969-1970 parce qu'à ce moment-là, ils sortent un album sur lequel je vais revenir, bien sûr, qui a un tout petit succès. Et c'est pourquoi Epic Records décide de rééditer le premier en 1969 ou 1970. Pour les collectionneurs, la différence, c'est que celui de 67, le lettrage avec le petit texte qui a introduit les musiciens ici à l'arrière, est bleu. Et sur la réédition de 1969 ou 1970, il n'y a aucune date, c'est pas facile de le savoir, le lettrage est noir. Voilà. Bien sûr, tout ça, ça a été réédité, j'y reviendrai. Mais alors, cet album, voilà, extra, voilà. Donc des titres, généralement très très courts, l'album fait une trentaine de minutes, donc c'est relativement court, avec les influences moyen-orientales qui se ressentent dès le premier titre, Egyptian Gardens. Bien sûr, ils colorent leur musique de psychédélisme, c'est évident, mais il reste encore quelques titres qui sont très imprégnés de country, de bluegrass, de folk. If the Night, et puis il y a alors qui compose? Alors sur cet album, vous avez surtout Solomon Feldhaus et puis Chris Darrow, qui compose, Chris Darrow, un des titres qui est considéré comme une des meilleures, parmi les 20 meilleures chansons psychédéliques de tous les temps aux États-Unis. C'est Keep Your Mind Open, effectivement c'est un titre absolument fantastique, mais sinon, If the Night, Please, Keep Your Mind, Please, donc, qui faisait partie donc, du premier 45 tours, sur la deuxième phase, Pulsating Dream, un titre magnifique. En fait, plusieurs des titres ici sur cet album auraient mérité un succès considérable, tant ils sont très très bons. Et puis, Why Try, et je voulais redire sur la Solomon Feldhaus, sa voix absolument unique, un petit peu granuleuse, graveleuse, mais assez aiguë, nasillarde, mais absolument unique, passionnante. En fait, ça donne tout de suite, avec ce mélange d'instrumentation, de sons, de sonorités, à la fois occidentale et orientale, ça fonctionne de toute façon absolument magique. Vous avez un superbe titre qui s'appelle Oh Death, une des rares reprises d'un traditionnel, magnifique, d'un titre de bluegrass d'ailleurs, aux États-Unis. Bref, c'est un album fantastique,
à redécouvrir pour ceux ou celles d'entre vous qui ne connaîtraient pas cet album, avec une pochette absolument magnifique. Donc 1967, ça va être, il va se passer plein de choses en 1967 pour The Kaleidoscope. Et il participe à énormément de concerts, dans la région de Los Angeles, dans la région de San Francisco. Vous parlez de Jimmy Page, effectivement, en fait, il va découvrir le groupe au cours d'une tournée des Yardbirds. Il les découvre à l'Avalon Ballroom à San Francisco en 1968. Donc en fait, c'est un groupe qui tourne énormément. En 1967, ils ont signé pour plusieurs concerts sur la côte Est cette fois-ci, donc à New York. Et à New York, bon, ben, voilà, il va se passer plusieurs choses. Ils vont rencontrer, Leonard Cohen, qui les a vus en concert, va les aborder. Et ils vont effectivement, le groupe a joué sur le premier album, sur plusieurs titres du premier album de Leonard Cohen, donc Songs for Leonard Cohen en 1967, qui sort fin 67. Ils ne sont pas crédités. Et donc les gars, c'était sympa, j'adore ce que vous faites, mais ils n'apparaissent pas sur les pochettes. Donc voilà. En tout cas, ils sont bel et bien sur l'album, ils jouent sur Suzanne, bon bref. En 1967 aussi, alors c'est un peu plus tôt, ils pensent pouvoir participer au Monterey Pop Festival et ça aurait probablement tout changé pour eux, parce que le Grateful Dead s'est décommandé, donc ils pensent, voilà, leur producteur leur dit bon, il faut y aller les gars, vous avez l'opportunité, et puis malheureusement quand ils arrivent, Grateful Dead a changé d'avis, et donc ils ne peuvent pas jouer au Monterey Pop Festival, enfin ils jouent à l'extérieur. Et bon, ben voilà, c'est quelque part, quand vous pensez à la trajectoire du groupe, qui n'a eu encore une fois aucun succès, c'était peut-être l'occasion. Parce que clairement, les titres, ça fonctionne très très bien. En 1967, ils vont enregistrer aussi un titre avec Larry Williams et puis Johnny Guitar Watson, le titre c'est Nobody. Lui aussi, ce titre-là, il aurait dû avoir un succès extraordinaire. Le problème, c'est que Larry Williams et Johnny Guitar Watson, qui baignent un peu dans des histoires de drogue et de prostitution, ils seraient un peu proxénètes les gars, bref, pour des questions de cet ordre-là assez obscur, le 45 tours paraît sur une sous-marque de Epic, Columbia Records, qui est OK Records, mais la distribution, c'est la production, la publicité, zéro, alors que c'est un titre, Nobody, qui est resté inédit, bien sûr. Fin 67, il retourne en studio, donc après l'aventure new-yorkaise, pour enregistrer leur deuxième album. Et là, c'est un changement total. C'est une pure merveille. J'ai déjà eu l'occasion, bien sûr, d'évoquer cet album, qui est un monument, selon moi, de fusion rock et musique orientale psychédélique, un monument complet, qui est Beacon from Mars, qui est enregistré en 1967 et qui sort lui aussi à la toute fin 67 aux États-Unis. Parfois vous verrez 1968, mais a priori il sort vraiment à la toute fin 1967. Ici c'est le pressage original. Superbe pochette sur Epic Records, encore une fois, magnifique. Vous avez les 5 musiciens au grand complet. Quel est le changement ici? C'est que vous avez, alors à côté de titres fantastiques, percutants, comme I Found Out avec la voix de Solomon Feldhouse, c'est une pure merveille. Greenwood Sidey qui est un traditionnel qui est repris ici. Là vous découvrez encore une fois le spectre et la qualité des musiciens du groupe de Kaleidoscope qui est absolument fantastique. Vous avez 2 longs titres. Un quasiment acoustique, orientalisant, qui est Taksim, sur la première face, et sur la deuxième face, vous avez une pure merveille qui est Beacon from Mars, qui est un superbe morceau psychédélique, absolument magnifique. Bien sûr, cette fois-ci, ils ont compris un petit peu comment utiliser les studios, donc vous avez bien sûr du feedback, des overdubs, bref, alors rien d'ampoulé du tout, superbe morceau qui dure plus de 12 minutes sur l'album, qui en concert, il jouait plus de... voilà, jusqu'à 20-25 minutes. Un album sidérant, magnifique. Malheureusement, en 1967, effectivement, il se passe plein de choses, et en particulier, Chris Darrow, qui est sur l'album Beacon from Mars, quitte le groupe parce qu'il considère qu'il a composé des titres
qui sont percutants, qui devraient avoir du succès, mais que les musiciens ne jouent pas en concert quasiment. Donc il est frustré. Et donc il quitte le groupe fin 67 et il va rejoindre le Nitty Gritty Dirt Band, qui est un groupe de country, bluegrass, country rock aux États-Unis, qui a eu beaucoup de succès. Bref, Chris Darrow s'en va. Chris Darrow s'en va. Il est remplacé donc à la basse par un autre musicien qui est Stuart Broadman. Et puis, très très vite, à la suite de ça, début 68, John Vidican, le batteur, s'en va lui aussi. Il est remplacé par Paul Lagos. Bref. Paul Lagos, c'est pas un inconnu parce qu'il a joué avec Little Richard. Derrière les fûts pour Little Richard, et effectivement il quitte Little Richard, et puis il va rejoindre le groupe et il va rester quasiment jusqu'à la fin, bien sûr, de l'existence de Kaleidoscope, dans les années 60 en tout cas. 1968, tout un tas de concerts, ils participent à de nombreux concerts gratuits, ils sont quasiment tout le temps en concert, et il faut dire que, a priori, partout où ils vont, parce qu'ils ont une réputation, même si leurs disques ne se vendent pas du tout. C'est le deuxième album, c'est une catastrophe aussi, du point de vue des ventes. Mais par contre, les musiciens, ils connaissent ce groupe en raison de la qualité, bien sûr, musicale du groupe, et puis son éclectisme. C'est ça, en fait, c'est un groupe très très éclectique de ce point de vue-là. Bref, 1968, fin 68, de nouveau, ils entrent en studio, ils sortent tout début 1969, le troisième album du groupe. Incredible Kaleidoscope, c'est l'album qui aura le plus de succès en 1969, puisqu'il apparaît tout au fond du classement des 200 ventes, et pendant un temps très très court, des 200 albums qui se vendent le mieux en 1969, tout au fond du classement, mais c'est ce qui permet la réédition du premier album que je vous ai montré tout à l'heure. Bref, cet album, il est absolument, encore une fois, fantastique. Vous avez toutes les influences, c'est un groupe qui a réussi cette fusion de world beat, quelque part, world fusion, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Alors encore une fois, un superbe titre qui est Lie to Me, et puis je vous ai dit que David Lindley était excellent joueur de banjo. Il y a un titre qui s'appelle Banjo, qui est un instrumental qui est absolument magnifique. Et c'est encore une fois sur le titre le plus long qu'il donne toute la mesure de leur qualité. C'est 7-8 Suite, qui est absolument magnifique, qui dure presque 12 minutes. C'est un album fantastique, 1969, qui se vend un tout petit peu, mais vous avez compris que ça... c'est pas tout à fait ça, quoi. Bref, il continue à jouer et à tourner énormément. Il y a d'ailleurs un titre assez rigolo, il y a Petite fleur sur cet album. Et puis, arrive 1970, de nouveau quelques petits changements de personnel, vous allez le constater. Ils vont enregistrer le 4e album avant que le groupe ne se dissolve totalement. C'est Bernice. Là, ils vont changer complètement, mais disons que la fusion de rock, folk, country et musique orientale est passée un petit peu à la trappe. Alors ça ne veut pas dire que c'est un mauvais album, je pense qu'il est supérieur à énormément d'albums de 1970, de Bernice. Donc vous avez le groupe, pour l'essentiel des morceaux, qui est le groupe qui jouait sur Incredible, et puis tout à la fin des sessions d'enregistrement de l'album, le bassiste Stuart Broadman est viré par David Lindley, et il est remplacé pour 2 morceaux seulement par un bassiste funk, qui est Ron Johnson, qui apparaît sur la pochette, alors qu'il ne joue que sur 2 morceaux. Bref. Ron Johnson, il a joué au sein du Buddy Miles Express, par exemple. Bref, c'est pas un débutant. D'ailleurs, il n'y a pas de débutant qui joue clairement. Le seul musicien qui était un petit peu faible, c'était John Vidican, probablement le premier batteur. Mais sinon, alors, c'est un bon album. Il y a des titres qui sont vraiment très très bons. Je vais vous les donner tout de suite.
qui est... alors Bernice déjà, Soft and Easy, voilà, magnifique, c'est des titres Soft and Easy, très très psychédéliques, mais plutôt doux. Il y a un titre composé par Paul Lagos, qui est un des meilleurs titres de l'album, donc le batteur qui est To Know Is Not To Be. Bref, il y a des superbes morceaux. Il y a un morceau qui est assez long, encore une fois, qui est plutôt bien, qui est New Blues, vous avez compris, donc plutôt un titre de blues. Bref, c'est un bon album, mais malheureusement, très vite, le groupe va exploser parce que David Lindley commence à avoir un ego un petit peu surdimensionné. Il vire Solomon Feldhaus après la sortie de cet album, ou en tout cas après l'enregistrement de l'album, et là, carrément, le groupe perd son âme quelque part, parce que ce qui faisait cette réussite de fusion entre le rock, hein, je me répète, folk et musique orientale, c'était Solomon Feldhaus. Bref, c'en est fini. 1970, allez, Kaleidoscope, c'est mort. C'est mort? Ouais, tout à fait, justement. J'ai pas mentionné, mais peu avant la dissolution du groupe, alors qu'ils ont enregistré a priori jusqu'à presque 2 heures de titres, dont la plupart sont restés totalement inédits, ils participent à la bande originale du film Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, voilà, BO dont j'ai déjà parlé. Zabriskie Point, là il y a Chester Creel, donc qui joue du violon, et David Lindley, a priori c'est pas tout le groupe qui joue sur 2 titres qui sont très country, voire bluegrass. Mickey's Tune, qui est un instrumental qui rappelle Petite Fleur, justement, et puis je ne connais pas par cœur, c'est Brother Mary, voilà, Brother Mary, donc un titre très country, qui n'est pas surprenant, vous aviez déjà des titres comme ça sur le premier album, donc, mais voilà, très moyen, très décevant. Ouais. Est-ce que c'est fini? Et 1976, 6 ans plus tard, et ouais, 6 ans plus tard, Chris Darrow, Solomon Feldhaus, Paul Lagos, Stuart Broadman, se retrouvent. Et avec en guest artiste, mais sous un pseudo qui est de Paris Létante, vous avez David Lindley qui joue sur plusieurs morceaux. De cet album qui est When Scopes Collide, 1976, sur le label... c'est distribué par Island Records, c'est Pacific Arts Records. Superbe pochette qui est dessinée d'ailleurs par le père de Chris Darrow. Magnifique pochette. Et vous retrouvez, je pense, d'après moi, vous retrouvez totalement la magie des premiers albums du Kaleidoscope, avec encore une fois cette fusion de musique occidentale et orientale qui est parfaitement réussie. Ghost Riders in the Sky, le premier titre, est voilà, magnifique, avec la voix de Solomon Feldhaus, de nouveau magnifique, sublime. Bref, c'est un magnifique album que When Scopes Collide, peu connu, peu référencé, et pourtant quelle merveille à redécouvrir absolument. Bien sûr, Chester Creel. Alors, il apparaît sous son vrai nom, mais en tant que producteur, avec Chris Darrow, et sinon, de nouveau, il apparaît sous le nom Max Buddha, et sous un autre pseudo, c'est toujours le même personnage, hein, Templeton Parsley. Encore une fois, c'est le problème d'assumer quelque part, ça, je ne sais pas. Bref, superbe. Je me répète, à redécouvrir, absolument. Donc un groupe qui, au moment de son activité, est passé quasiment inaperçu, si ce n'est pour les musicos, quoi. Voilà, pour les musicos. Le label Edsel, dans les années 80, va rééditer les albums, déjà, les 2 premiers albums, je crois, donc vous pouvez vous les procurer déjà, réédités dans les années 80 par le Edsel Records. Et puis, ils vont aussi éditer des compilations avec des textes un petit peu biographiques qui rappellent un petit peu à quel point ce groupe a existé et il était excellent. Alors, moi j'en ai qu'une des 2, il y a 2 compilations effectivement sur Edsel Records. Bacon from Mars, ne pas confondre avec A Beacon from Mars, un signal, ici c'est Bacon from Mars, sur Edsel Records qui reprend, et c'est là l'intérêt de cette compilation, la plupart des titres psychédéliques du premier album et puis des faces B.
plus Nobody, le fameux titre avec Larry Williams et puis Johnny Guitar Watson. Donc vous pouvez découvrir enfin ce titre-là, à moins que vous ayez les 45 tours bien entendu. Elevator Man, qui était la phase B du premier 45 tours en fin 66 de Kaleidoscope, et puis Hello Trouble, voilà un autre titre sorti en 45 tours. C'est une superbe compilation pour les titres les plus courts du groupe. Hetzel a sorti une deuxième compilation qui s'appelle Rampay, qui est encore une fois un inédit, mais sur lequel vous allez pouvoir écouter les titres les plus longs de Kaleidoscope, en particulier, si je me souviens bien, je ne l'ai pas cette compilation en vinyle, Taksim, par exemple. Voilà. Est-ce que c'est fini? Eh ben non, c'est pas fini. Mais d'un point de vue de l'histoire vinylesque du groupe, alors attention, il existe plein de compilations. Je vous ai déjà dit, moi je ne cherche pas à acheter en vinyle tout ce qui a pu sortir de pirates, de machins, de trucs, bref, souvent les qualités sont médiocres, donc ça n'a aucun intérêt, bref. Mais le groupe se reforme. Sans David Lindley cette fois. Mais par contre avec Chris Darrow, Solomon Feldhaus, Paul Lagos, Chester Creve et puis Stuart Broadman, pour un dernier album qui est enregistré en 1990 et qui ne sortira qu'en CD aux États-Unis. C'est Greetings from Cartoonistan. Bref. Et effectivement, vous allez retrouver, bien sûr avec les sonorités de ce moment, mais en tout cas, de nouveau, cette fusion réussie voilà, qui est propre à Kaleidoscope, un groupe tout à fait extraordinaire. Entre-temps, donc David Lindley, lui, il va avoir une carrière très longue de musicien de studio. Il va jouer tout comme Chris Darrow d'ailleurs. Il reste avec le Nitty Gritty Dirt Band jusqu'en 1970, puis après il va avoir une carrière de musicien de studio. Il sort un premier album solo en 1972, Chris Darrow. Par contre, lui, David Lindley, lui, il va former un groupe. Alors d'abord, David Lindley, le nom du premier album solo de David Lindley, c'est El Rayo X, qui est un bon album de rock and roll d'ailleurs. Et puis il va sortir sous ce nom, El Rayo X, plusieurs albums intéressants. Voilà. C'est un multi-instrumentiste. Malheureusement, il décède des suites d'un Covid long en 2023. Solomon Feldhaus est décédé également en 2021. Chris Darrow, de même. Le dernier musicien, et je vous mets le lien de son site, qui est toujours en activité et qui sort régulièrement des albums, mais de façon totalement inofficielle. Max Bouda, alias Chester Creve, bien entendu, qui lui enregistrait énormément de titres, y compris avec Chris Darrow comme guest musicien, Stuart Broadman, etc. Enfin bref, une curiosité à découvrir. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie d'écouter ces albums, si vous ne les connaissez, de Kaleidoscope, un des très grands groupes de l'histoire du rock, selon moi. Jimmy Page l'a dit aussi, alors peut-être que ça compte. Ouais. Vince, it's me, cares about you. À la prochaine.